Psychology. Bienvenue dans le truc, nouvelle émission, nouvel invité, vous connaissez la formule. Aujourd'hui, on a un sportif, vous savez qu'on s'intéresse à la culture urbaine, mais le sport également tient une place importante dans notre show et dans notre média. Gauthier Mvumbi, qui s'est révélé lors de la Coupe du Monde en Égypte en 2021. On l'a surnommé Shaq of Handball, également un gigante. Donc il est avec nous avec un taux de 87% de réussite sur l'ensemble de la compétition. Donc on a quand même quelqu'un d'assez précis. Gauthier Mvumbi, comment ça va? Ça va très bien. La forme? Nickel, cool. Très bien. En tout cas, on a la petite formule aujourd'hui ici. On a le sablier. Ça permet de contrôler un peu le temps. Donc, une petite demi-heure d'échange pour mieux comprendre aussi ton parcours, les ambitions, le handball. Donc, on va aborder plein de thématiques. Mais je voulais revenir justement sur la Coupe du Monde de handball en 2021 en Égypte qui s'est déroulée du 13 au 31 janvier et il y a eu quand même un fort intérêt médiatique à ton encontre. T'es redescendu là depuis ou pas? Complètement. Ouais, je suis revenu dans la vie normale. Ok, d'accord. Ouais. Et donc entre-temps, t'as pu, parce que c'était un événement qui était quand même assez important, la RDC que tu représentes a pu participer à la compétition grâce à l'élargissement notamment du nombre de sélections, parce qu'on est passé de 24 à 32. C'était la première expérience internationale? Première expérience internationale, non, parce que j'ai fait déjà des CAN à mon actif. Ouais. Donc pour moi, c'est une expérience internationale, mais le fait de pouvoir être sur la scène, entre guillemets, internationale avec d'autres équipes, bah pour moi, c'est jouissif. Et forcément. En termes de qualité, en termes de tout, c'est autre chose. Vraiment, tu sens qu'il y a une différence parce que tu as participé, on parlait des CAN 2016, 2018, 2020 qui sont toutes les 2 ans. Donc tu étais déjà habitué à aller en sélection. Il y a vraiment une différence entre la CAN, l'organisation africaine, et la Coupe du Monde? Pas tellement, mais tu sens quand même la différence d'avoir des équipes européennes. D'accord, ok, très bien. Ou des équipes c'est important, mondiales. On va revenir sur ça. D'ailleurs, pour refaire un bref justement historique. Moi, je voudrais revenir un peu sur ton parcours. Au niveau du handball, donc tu es né à Dreux. Tu as commencé, je sais qu'il y avait un moment donné où tu devais intégrer le centre de formation de Créteil. Donc tu as joué aussi à Vernouillet. Raconte-nous un peu le parcours au niveau du handball. Parcours au niveau du handball, j'ai été en sport-études à Chartres. D'accord. J'ai fait sport-études à Chartres pendant 2 ans et ensuite j'ai intégré le centre de formation pendant 1 an. Et ça s'est soldé négativement parce qu'on n'est pas totalement, entre guillemets, d'accord dans la manière de voir l'avenir. Et je suis revenu dans mon club formateur à Vernouillet. D'accord. Et où j'ai fait la montée de National 2 à National 1. D'accord. Et j'ai fait 3-4 ans de National 1 en élite, un niveau assez conséquent. D'accord. Et je me suis retrouvé après à tomber en désaccord avec le club, où je suis parti à N2 à Dreux, qui est juste à côté. D'accord, Et dans toute cette, entre guillemets, passage, j'ai pu faire des CAN, faire des représentations, entre guillemets, africaines. Et ça s'est bien passé pour moi. Et jusqu'à arriver, entre guillemets, à pouvoir faire un mondial, quoi. Justement, comment ça se passe quand on est international et qu'on joue justement en National 2? Parce que globalement, en France, tu vois, on voit bien que les sélections, elles sont composées de gens qui jouent en première division. Il y avait déjà une effervescence autour de toi, ne serait-ce que par ta sélection en... Généralement, oui. Les gens étaient au courant, même les adversaires savaient que tu étais international. Oui, complètement, parce que même le fisc, c'est parce que j'étais à N2 ou pas, mais dans tout ce que j'ai pu jouer en Cannes, à chaque fois, on me repérait. Donc on disait, ah oui, on le connaissait. Mais c'était pas aussi médiatisé que ça. D'accord. La difficulté de pouvoir faire des compétitions africaines, malheureusement. Mais mon mondial, la donne a changé, quoi. Non, bien sûr. Tu sens qu'il y a quand même une progression globale du handball africain ou pas? Est-ce que tu as pu voir ça, justement, lors des 3 CAN auxquels tu as pu participer? Il y a une progression? Complètement. Vraiment? De toute façon, si tu as qu'à regarder, j'espère que même les gens ont pu le voir, qu'il y avait France-Égypte au JO. Donc l'Égypte, une équipe africaine, la meilleure équipe. Donc
ils sont arrivés en demi-finale, ils ont regardé la France dans les yeux, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on a vu même le nombre de participants. Par contre, les équipes ont été éliminées au premier tour. Je pense à l'Angola, je pense à la Tunisie et la RDC également, qui auraient pu, mais il y avait des représentants quand même au second tour. Non, intéressant justement, parce que nous, ce qui nous intéressait aussi, c'est de voir un peu, parce qu'il y aura des prochaines éditions qui vont être organisées, c'est tous les 2 ans. Donc tu seras présent en 2023, j'imagine, auprès de ta sélection pour la prochaine Coupe du Monde en Suède. J'espère. Ouais. J'espère être sélectionné. Non, mais la spécificité, c'est qu'en sélection, j'ai cru comprendre que le coach de ton club était aussi sélectionneur national. Bah, là, vu que j'ai changé de club, c'est plus club. Mais ça a été au moins pendant une année. D'accord, ok. Ouais, non, mais très bien. Revenons un peu sur justement cette furie médiatique, parce qu'il y a des articles de partout, hein, Huffington Post, Eurosport, il y a des articles partout. Il y a même eu cet épisode justement avec Shaquille O'Neal qui a carrément envoyé un message la nuit pour te féliciter en disant qu'on t'appelait le Shaq du handball. Comment ça s'est passé? Raconte un peu cette anecdote rapidement. C'est passé rapidement, parce que quand j'ai reçu le message, c'était ma femme qui l'a vu, parce que entre guillemets, elle gérait heureusement DR qui a géré ça. Ouais, les réseaux sociaux, ouais. Sinon, moi, j'étais un peu débordé parce que moi, je pensais plus compète que on va dire les réseaux. Et quand ça s'est passé, j'étais un peu dépassé. Ouais, j'imagine. Au début, moi, je pensais que c'était un faux compte. Ouais. Et je me suis bien rendu compte que c'était vrai. Donc, le fait de voir qu'il avait écrit, moi, j'étais content. Non, en vrai, il y avait tellement de sentiments qui sont partis d'un coup et c'était un peu difficile au début à gérer. Bien sûr, oui. Et j'ouvre le message, je vois le message comme tout le monde a pu le voir aujourd'hui. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je dois lui répondre? Mon anglais, je suis pas très bon. Il y a tout ça qui me tombe dessus. Ouais. Moi, je fais une compétition. À la base, c'est juste représenter mon pays comme tout le monde. Ça se passe bien pour moi. Mais avec tout ça, bon, je me dis, prends ton courage à deux mains, réponds-lui. Donc, je réponds dans l'euphorie. Oui, voilà, je brade. Et finalement, je vois qu'il me rappelle. Il me dit, ouais, appelle-moi. Ouais, ah ouais, carrément. Appelle-moi. Mais il t'a même invité, je pense, à Miami. Il a dit, moi, je suis à Miami. Si tu veux venir, passe, on va se voir. Donc, vraiment, c'est quoi la suite alors? La suite, c'est qu'on puisse y aller. Là, avec le fait que les frontières peuvent ouvrir, on va y aller et de pouvoir faire cette expérience-là. Il y a toujours une connexion quand même. Depuis, il s'est ajouté, vous avez échangé avec lui. D'accord, parce que c'est Shaq quand même. Tu ne rencontres pas beaucoup des gens plus grands que toi, 2m16, lui aussi il faisait plus de 140 kilos, donc c'est vrai que... C'est un beau bébé. Ils cassaient les panneaux de basket, donc forcément, Justement, sur cette force atypique, comment les adversaires gèrent justement le fait que tu sois aussi grand, aussi volumineux, aussi costaud sur le terrain en tant que pivot? C'est ça, entre guillemets, la différence que je vois au championnat exemple français, et là, d'avoir fait un championnat international, c'est que en championnat international, tu tombes sur des gars, ils font tous 2 mètres et 100 kilos. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire, à la télé, c'est parce que la télé, c'est un peu menteur. On n'a pas l'impression qu'ils sont aussi grands. Mais ils sont tous... d'accord, il y a vraiment beaucoup de grands... donc il y a du poids. Je peux m'exprimer. Sauf que, entre guillemets, je vais arriver dans le championnat français dans ma division. Peut-être je vais arriver sur des gars qui sont un peu plus petits, un peu plus maigres. Je vais faire une action, on va me dire, Gauthier, il y a... Voilà, faux bloc ou... Ok. Voilà. D'accord. Le fait que j'ai été dans cette condition-là de pouvoir m'exprimer totalement, ça... moi, j'étais très, très content. Ouais, mais vraiment, en plus, tu as goûté justement au très haut niveau. Parce que toi, tu pratiques justement dans d'autres divisions en France. Aujourd'hui, tu as pu tester, et je crois qu'il y a eu un match contre le Danemark, et Mikkel Hansen, il était là, présent, 39-19, vous avez perdu. Le Danemark, on est sur la meilleure équipe du monde. 39-19, bon, mais là, si tu veux, est-ce que tu sens qu'on est quand même sur un niveau différent où il y a quand même possibilité de pouvoir les challenger? Ils ont gagné cette compétition. Oui, bien sûr. C'est pas pour rien. Oui. Tu as senti, là, sur le coup, tu sens que le Danemark, c'est une équipe qui déroule facilement. D'accord. C'est une équipe sérieuse. Non, mais bien sûr, ils ont les meilleurs joueurs. Mais tu as pu croiser aussi d'autres joueurs, des internationaux. Tu n'as pas joué contre la France, vous n'avez pas joué Non, on n'a pas joué contre la France. Ouais. Dommage. Ça aurait été, je pense, aussi une bonne expérience. Bien sûr. Mais... on a croisé pas mal d'équipes, l'Argentine, l'Égypte, Chili. Il y a eu pas mal d'équipes qu'on a pu croiser. Après, avec le Covid, c'était un peu difficile, mais sinon, on se croisait.
Après, de pouvoir discuter, bon, c'était un peu différent, mais sinon... Mais parce que je sais qu'il y a eu un moment donné où, tu vois, quand il y a eu l'effervescence avec Shaq, même quand tu étais à l'hôtel et vous étiez logé au Caire, hein, je pense, il y a même des employés qui demandaient à faire des photos avec toi. Tu as pu gérer cette bascule-là? Parce que tu es passé, pas de l'anonymat à quelque chose de grand, mais quasiment, quoi. Il y a eu... Quasiment, ouais. Non, mais au début c'était un peu compliqué. Au début, c'était un peu compliqué parce qu'il fallait se rendre compte de ce qui se passait. Et non plus rester, entre guillemets, que focus sur la compète, même si j'ai réussi à le faire, mais il fallait aussi gérer tout ce qui était approximatif, qui est interview ou photo, peu importe. Donc ça veut dire que sur mon temps libre, parfois, au lieu d'aller faire la sieste, j'allais parfois faire des interviews. Mais c'était les télés du monde entier. C'était comment ça s'est passé? C'était en quelle langue? Comment? C'est sollicitation de partout? De partout. Genre, donne-nous des exemples. Il y avait BBC qui sont venus. Ah ouais, quand même, BBC. Mais en fait, c'était avec des traducteurs directement. Ok, BBC. Il y en a eu tellement. Tu vas citer Eurosport. Bien sûr. Il y en a eu vraiment pas mal. D'accord, donc tu as passé ton temps à faire des interviews. Et c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir je pense que ce qui les intéressait, c'était le fait que il y avait déjà l'afflux médiatique autour de moi. Et Shaquille O'Neal qui était aussi assez et le fait que je pesais un certain poids et que j'arrivais à pouvoir m'exprimer sur le terrain. Exactement, et à déranger l'adversaire. Mais c'est ça, mais au-delà de ça, moi, et je reviens sur la statistique de 87% de tir, de réussite au tir, parce qu'au-delà du fait que évidemment t'es volumineux, t'es costaud sur le terrain, mais il y a du jeu quand même, tu vois, je veux dire en termes de but, de tir, sur le temps que t'as passé sur le terrain, t'as quand même eu des statistiques qui sont plutôt intéressante. Donc, comment ça s'est converti? Tu as eu des sollicitations après par rapport à ça? Oui, il y a eu pas mal de clubs qui se sont présentés, mais après, il fallait que tout se mette en place. C'est là où il y a eu parfois des difficultés. Mais sinon, généralement, il y a eu pas mal de sollicitations. Même à l'étranger Même à l'étranger. Sur des divisions peut-être plus élevées? Vraiment, oui. Donc, le choix de Pouzoj, là, justement... c'était un choix où, entre guillemets, ils sont venus au bon moment, proposer ce qu'il me fallait. Un projet sportif un projet sportif qu'il me fallait, et c'est d'où j'ai pu accepter. Voilà. D'accord, en Bretagne d'ailleurs? En Vendée. En Vendée plutôt, en Vendée. Mais c'est vrai qu'on se dit, avec la performance que tu as fait, il y avait peut-être une volonté d'aller plus haut. Je sais pas, en première division peut-être. Après, c'est selon comme j'ai dit, comment les choses sont plus dégoupillées, comment les choses ont pu être discutées aussi, qui ont fait que ce choix s'est porté là-bas, quoi. Donc là en termes de perspective, à 27 ans, là, avec toutes les échéances qui arrivent, comment tu te projettes? T'as un plan de carrière aussi quand même ou quoi? Parce que j'imagine qu'il y a une volonté d'aller aussi... je me dis que... avec déjà ce qui s'était passé au mondial, donc je me dis que toutes les portes sont possibles à être ouvertes, mais je veux faire les choses un peu différemment. Je veux d'abord prendre le temps de pouvoir changer, je pense, un peu des petites choses que je pense qu'il faudrait changer. Et au niveau de quoi? Pour toi, la diététique? Je pense peut-être aussi, t'as réfléchi à ça? Parce que c'est vrai que c'est un physique comme ça, mais tu te déplaces, tu es plutôt efficace dans le terrain, tes déplacements sont plutôt rapides, mais tu avais déjà, et j'ai vu, j'ai entendu, j'ai lu que tu avais justement tenté quelquefois de faire des régimes, tu avais pu perdre 15 kilos aussi par le passé. Là, il y a quand même une volonté de faire un programme qui pourrait te permettre de... Faire un programme de, entre guillemets, on va dire, perdre, pas conséquent, pas des poids. Il faut garder quand même sa masse. Garder la masse. C'est ça qui te permet aussi de... je dirais un peu plus puissant, je pense. Ouais, d'accord, parce que tu étais déjà puissant quand tu étais... Je repense à l'expérience, mais tu n'as pas raconté quand tu es parti sur la première fois sur un terrain de handball, quand tu as amené et que tu jouais pas parce que tu faisais du football, et que tu as tiré et que le gardien, il a reçu le ballon et du coup, il est parti. Exactement. Donc tu avais déjà cette puissance depuis très tôt, en fait. Ouais, c'est ça. Mais le handball, c'est un sport qui est pratiqué dans la famille ou pas du tout? T'es le seul? Non, moi je fais partie des seuls qui font du handball. Il y a mon petit frère qui faisait aussi du handball après. Après mon grand frère, lui, il a fait du basket. D'où il était bon, c'était un bon joueur. Mais j'ai voulu un peu faire de basket, mais après j'ai changé de... 1m95 forcément, je veux dire... 1m95, c'était grand en France. Oui, après non, c'est sûr, tout est relatif et là où tu te situes. Mais quand même, quoi. Mais il n'y a pas eu la tentation de sollicitations exotiques, parce que si c'est un peu comme dans le foot, pour peu que tu aies un buzz, tu as peut-être des clubs qui voudront juste t'avoir au sein de l'équipe pour avoir aussi un buzz médiatique, tu vois, et qui te proposent des grosses sommes, je pense, aux pays, après, je sais pas, le Qatar, ou tu vois, des destinations exotiques. Tu as eu ça ou pas?
Il y en a eu, mais à la période où les choses se sont déroulées avec le Covid, c'est vrai. Il n'y avait vraiment pas de choses qui ont pu se développer plus que ça. D'accord. Justement, on parlait de Covid. Parlons de l'organisation de la compétition justement en Égypte, parce que les installations étaient plutôt très très bien, je pense. Ils avaient déjà organisé la Coupe du Monde de handball en 99, donc c'est un pays qui sait organiser les événements internationaux. Le Covid, justement, ça a beaucoup impacté. Toi, tu avais déjà fait des éditions avant Covid. Qu'est-ce qui a vraiment changé? Ce qui a changé, c'était que il n'y avait pas de vaccin à ce moment-là. Donc on faisait des tests PCR tout le temps. Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. En Égypte? Tous les jours. Pour toutes les équipes? Oui, tous les jours. Ça veut dire que dès qu'on allait à l'entraînement, on va dire aujourd'hui lundi, on est parti à l'entraînement, on revient le soir, test. Mardi, on revient, match, test. Waouh, il y a eu des cas positifs ou pas? Il y en a eu un, c'était le Danemark. Parce qu'au début, l'organisation, c'était qu'on devait faire des tests PCR tous les 3 jours. Oui, d'accord. Mais c'était ça, oui. C'est ce qui est. C'est que le Danemark, ils ont eu un cas positif. Donc à partir de ce moment-là, ils ont dit. Tous les jours. Tous les jours pour tout le monde. Et ça, c'était quand même. Déjà, c'est inconfortable si tu veux en termes de test PCR. C'était un peu chiant. C'était particulier. Ah, quand même, ouais, d'accord, ok. J'ai eu un nez qui. Oui, mais non, mais j'imagine quand même, tu vois, en fonction de la technique. Et donc, pendant cette compétition-là, au niveau du public, je sais qu'ils ont réduit quand même les effectifs ou il n'y avait pas de public? Pas de public. Zéro public? Zéro public. D'accord, ok. C'est différent de jouer un match sans avoir de public. Comment tu le ressentais? Sans public, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Là, je suis en Vendée, il y a public tout le temps. C'est full tout le temps. Donc oui, la différence, on la ressent complètement. Ouais, d'accord, ouais. Donc l'expérience en Vendée aujourd'hui, et on parlait un peu en off, j'imagine que tu dois être quand même une superstar. Et en plus, on te reconnaît facilement, quoi. Je veux dire, dans la petite ville que c'est. C'est quoi le rapport que tu as au public et aux fans? Ça se passe très bien. Franchement, ça se passe bien. Il y a beaucoup d'amour qui est donné de leur part. Donc moi, j'ai fait le nécessaire pour que sur le terrain, je leur rende, quoi. Ouais, d'accord, ouais. Mais sinon, franchement, c'est différent. Vraiment? C'est vraiment différent. C'est-à-dire dans quel sens? Je trouve que voilà, culturellement, ils sont plus, peut-être, allez, je dirais peut-être plus chaleureux. D'accord, ouais. Peut-être plus chaleureux. Plus proche. Voilà. Donc, et c'est un club familial aussi, donc c'est plus différent. D'accord, ouais. Tu te vois... Là, tu as signé combien de temps là-bas? J'ai signé 1 an. Ah, tu as signé 1 an? Ouais. Donc l'étape d'après, finalement, ça sera peut-être de partir sur autre chose ou c'est clairement défini comme ça? Pour l'instant, c'est défini comme ça. D'accord. Donc après, on verra comment les choses se dérouleront. Mais toi, tu restes ouvert Je reste ouvert. Ok, d'accord. Tout en faisant un travail Exactement. De fond pour après espérer aller chercher des choses, quoi. Ouais, la carrière, là, tu as 27, on peut jouer au handball longtemps quand même. On peut aller... après, je dirais c'est selon son corps. Oui. Mais on peut aller, je pense, jusqu'à un bon 35 ans. Mais dans tout ce qui s'est passé, là, toi, justement, quand tu pratiquais le handball, tu te disais que tu pouvais justement atteindre ces niveaux-là? Parce que quand on regarde, tu regardes, j'imagine, tu regardais l'équipe de France, les Charlots, tu vois, tous ces gens, les Karabatic, tu vois, Daniel Narcisse, Abalo, etc. Mais tu te disais un jour, je peux être dans la même compétition qu'eux? Impossible. Vraiment pas? Non. Malgré que tu étais déjà dans la sélection africaine. Ouais, non, parce que voilà, là, on avait eu l'opportunité, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y avait une ouverture sur le nombre d'équipes qui a pu faire les compètes. Ouais. Mais généralement, c'est les 3 premiers. Et la plus grande place qu'on a pu faire au RDC, c'est 4e. D'accord, ouais. Donc on va dire qu'on est à la porte, mais il faut y aller chercher, entre guillemets, cette 3e place ou plus haut. Donc c'était pas, entre guillemets, dans les... Oui, d'accord. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que là, on a eu l'ouverture d'avoir un peu plus de place et on est rentré. D'accord. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là, oui, tu t'es rendu compte que tu vas jouer contre l'équipe de France peut-être, ou Danemark, ou peu importe. N'importe qui, mais c'est une équipe, c'est une compétition internationale, quoi. Bien sûr, ouais. Donc 28e sur 32, c'était la place... Tu la juges comment? C'est plutôt, enfin, les critiques ont été plutôt positives. Il y a eu le match contre le Bahreïn là. On finit 2e meilleure équipe de l'Afrique. Ouais, d'accord. Donc c'est pas rien. Parce que l'attribution des places, je reviens sur ça, parce que il y a des places qui sont attribuées aux équipes africaines. 3e. 3e et meilleure équipe d'Afrique. Et il y a beaucoup plus de places en Europe. En Afrique, il y en a 3. Après, il y a tout un système qui est assez complexe. Mais en Europe, il y en a 9. Ça s'explique là de ce que toi, tu vois justement sur le niveau des équipes européennes et puis le lien avec les équipes internationales. Quand même, ouais, c'est... la plupart des équipes européennes, les joueurs, ils jouent en Ligue des Champions. C'est ça, ouais. Donc, quand tu joues en Ligue des Champions, déjà, tu titilles...
le haut du toit, on va dire. À partir de ce moment-là, d'être en équipe nationale et de jouer, je ne sais pas que tu ressens bien la différence, mais ça se joue, quoi, ça se jauge. Quoi. Bien sûr, Quand tu vois le développement d'une équipe comme le PSG, qui font la même chose au foot et au handball, parce qu'ils sont partis chercher de très gros joueurs, ils ont une très grosse équipe, c'est un objectif pour toi, la Ligue des Champions, justement? Ça peut ou... Je pense qu'avant, je t'aurais dit complètement non. Mais ça dépend de l'équipe dans l'équipe que tu es, on va dire. D'accord, mais c'est possible, quoi. Je veux dire, la première division, déjà, ça serait déjà une grosse étape. Ça serait incroyable. Déjà, mais il y a des coupes aussi au handball, tu rencontres aussi, parce que tu as rencontré des joueurs internationaux dans des équipes. Tu vois, je pense au Danemark, qui jouent tous en Ligue 1. Tu as pu marquer des buts aussi, bien te positionner. Donc, de ça, tu te dis que oui, tu peux postuler, pourquoi pas, une place c'est toujours possible, en première division. Bien sûr. Non, mais c'est ça, j'essaie de voir un peu depuis... parce que médiatiquement, si tu veux, il y a eu un impact très fort. Et psychologiquement, j'imagine que tu ne vis plus de la même manière, entre guillemets. Donc, il faut continuer à garder le projet sportif tout en ayant les pieds sur terre. Mais tu gardes quand même ce côté ambition en te disant je peux aller... D'abord, justement, je me concentre sur moi avant de pouvoir regarder ce qu'il y a pouvoir proposer. Mais d'abord, je m'axe sur moi. Après, c'est une année, on va dire, c'est une année de travail. Non, mais ça, c'est clair. Hein. Mais après, tu te fermes aucune porte sur l'étranger, sur la France. Parce que là, tu as privilégié peut-être un choix familial ou pas. Familial, je suis un peu loin. Non, j'ai pas fermé les portes. Il n'y a pas de truc. Mais intéressant. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite, justement que du bien. Non, c'est ça, pas de blessure, pas de... Voilà, que du bien. Non, mais c'est important. En tout cas, le parcours, il est impressionnant. On va revenir un peu sur un côté musical, parce que c'est une émission de culture urbaine. On aimerait savoir un peu ce qui se passe dans ta playlist. Parce que là, je vois que tu représentes Death Row Records, célèbre label, notamment avec Tupac. C'est une musique que tu écoutes, là, plutôt? Moi j'aime beaucoup Tupac. J'aime bien. Bon, après c'est pas entre guillemets le style musical que je vais écouter exemple avant un match, mais j'aime bien écouter Tupac Change. J'ai une belle playlist de Tupac. C'est quoi la musique qui est diffusée justement dans les vestiaires en sélection ou en club? En sélection, c'est un peu de tout, hein. Un peu tout ce qui est un peu africain, on va dire un peu comme je disais tout à l'heure, du Nasa, un peu du Q-Black, un peu du Dadju, peu importe, mais c'est plus vraiment africain. Comment ça a été géré par les coéquipiers aussi? Parce qu'à un moment donné, il y a un focus sur toi au sein de l'équipe. En plus, c'est un système tournant parce que tu ne joues pas non plus tous les matchs et toutes les minutes. Tu rentres, tu sors, il y a un système de rotation. Comment tu l'as senti? Comment tu l'as vécu? Justement, heureusement qu'ils étaient là. Parce que leur apport, leur manière de pouvoir... vivre cet événement de l'extérieur, même s'ils étaient proches de moi, mais c'était vu de l'extérieur, leur vision ou leur opinion, c'était toujours bénéfique. Il y avait toujours quelque chose à apporter. Donc, heureusement justement qu'ils étaient là. J'ai eu je cite capitaine Chitombi Aurélien, qui, je trouvais, et même Olivier Botetti, qui ont vraiment eu un bon apport auprès de moi par rapport à tout ce qui se passait. Non, mais c'est important. De pouvoir, entre guillemets, garder les pieds sur terre. Même le coach ou son frère, Audrey Touzolana, qui me disait, reste focus, compagnie, parce que ça allait vite. Ça allait très très vite et il fallait pouvoir gérer le plan terrain et le plan de... Sur le handball, tu penses que c'est un sport qui est sous-évalué ou pas? Parce que je pense à une punchline de Booba qui dit personne te regarde comme le handball, j'étais obligé de la placer. Complètement. Mais complètement. Vraiment? Ouais, complètement. Que ça devrait être beaucoup plus exposé? Oui, complètement. Comment tu juges un peu là, en Afrique, quand tu vois les gens de la sélection, ils sont dans des clubs européens tous? Non? Il y a des gens aussi qui jouent dans des clubs... D'accord, ok. Ouais. La pratique du handball en Afrique, tu sens... des retours que tu as, tu sens que ça s'améliore? Il faudrait justement pousser dessus, parce qu'il y a beaucoup de talent. Mais c'est pas que le handball, mais il y a beaucoup de talent partout. Bien sûr. Donc je pense qu'il faudrait vraiment pousser sur le sport. Bien sûr, sachant que toi, en plus, tu es atterri dans le handball un peu par hasard, quoi. Moi, le handball, c'est des amis qui m'ont ramené au handball. Moi, à la base, c'était un peu de foot, un peu comme tout le monde, quoi. Et le handball,
Je pense que voilà, il faudrait vraiment pousser dessus, axer dessus. Non, pas mal. Sur le projet professionnel, parce que je disais que tu étais à un moment donné assistant d'éducation et qu'il y avait un projet de moniteur d'auto-école, c'est toujours ça ou ça a bougé, ça a changé? Ok, d'accord. Donc là, tu fais les démarches pour... Là, ce que je pense faire, c'est que voilà, il y a la CAN qui arrive en janvier. Ouais. Voilà, et pouvoir faire la CAN et après, derrière, s'il y a possibilité de pouvoir faire la formation de moniteur d'auto-école par la suite. D'accord, ça peut être... on voit bien que quand je les disais, c'est que c'était un projet que tu voulais mener bien en avant. Parce qu'après, entre-temps, si tu veux, avec l'euphorie, peut-être que les projets bougent, les projets changent. Sur la gestion de l'image, tu le fais tout seul maintenant? Tu n'as pas fait appel à des sociétés pour bosser avec toi? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ton entourage? Non, justement, il y en a pas mal qui se sont approchés. Oui, j'imagine, des sollicitations. Après, on verra bien si... Parce qu'il y en a pas mal, voilà, il y en a pas mal. Donc après, on verra bien selon ce qu'ils peuvent proposer. Mais il faut faire la gestion de l'image. Mais je trouve que tu es resté très humble et très pied sur terre par rapport à toute l'effervescence que ça a pu générer. Et que derrière, on est dans un monde d'opportunités. Il y a des contacts peut-être avec des marques pour que tu puisses les représenter. Parce que ça peut aller très vite, tu vois, dans la période où c'est chaud. On en parle, j'ai signé avec la marque de Mizuno. Ouais, d'accord. Mizuno, marque de chaussures, marque de vêtements. Bien sûr. Donc aujourd'hui, je suis... Ils vont t'équiper, tu reçois ton petit pactage avec tout ce qu'il y a, basket, etc. Et c'est pour ça que je dis, de l'échange que j'ai avec toi, je trouve que tu es resté très terre à terre. Là où j'ai déjà vu des sportifs qui ont eu un peu de lumière et qui ont pu rapidement essayer de transformer cette lumière-là, donc pas te le faire tant qu'il est chaud, en essayant d'aller chercher des contrats, de signer des choses, de pourquoi pas écrire un bouquin, pourquoi pas... Il y a des projets de ce type-là derrière ou pas, où tu vas progressivement? Je pense que progressivement, moi je pense qu'il ne faudrait pas brûler les étapes. Déjà, avoir l'opportunité de pouvoir mettre les pieds aux États-Unis. On verra bien ce qui se passera par la suite. Mais aller progressivement. Mais sur le jeu et l'adaptation, maintenant, quand tu arrives, parce que maintenant tu es connu, les gens analysaient ton jeu, etc., dans l'approche des matchs d'après, tu as senti une différence dans le marquage, dans comment les équipes s'adaptaient à ton jeu ou pas? Complètement. Vraiment, parce qu'ils savent que je suis sur le terrain, donc la plupart des handballeurs me connaissent. Donc ils savent que je suis sur le terrain et que voilà, on ne va pas me marquer de la même manière qu'un autre joueur. Donc c'est là où moi je dis que les grands joueurs, c'est là justement ils se révèlent encore un peu plus. Tu disais Nikola Karabatic, le type c'est le meilleur joueur du monde et il réussit toujours à performer malgré qu'on sait que c'est Nikola Karabatic. Bien sûr. Donc c'est là où je dis vraiment... T'es encore impressionné par des joueurs que tu vois au handball depuis que tu as goûté ce niveau-là, parce que tu as joué contre les plus gros et contre le Danemark notamment. La perception est la même ou plus tout? Je les ai vus de près, je les ai touchés de près. C'est ça, Donc c'est différent. Mais je reste toujours entre guillemets impressionné par ce qu'un joueur peut faire. Oui, bien sûr, mais ça reste toujours impressionnant. Même si j'ai pu toucher, même si j'ai pu... Je dis que oui, j'ai touché, j'ai vu, j'ai senti. D'accord. Mais ce que je vois qu'ils peuvent faire entre guillemets au quotidien, c'est fort, quand même. Ça reste fort. Bien sûr. Et derrière, souvent on l'oublie, mais il y a un travail quand même phénoménal à faire. Et souvent ça s'est un peu occulté, on a l'impression qu'ils sont là et que c'est naturel, mais derrière, il y a quand même du gros boulot. Combien d'entraînements par semaine justement à Pouzauges là 4 le soir. D'accord, 4 le soir. Okay. Et je pense que je vais adjuger un peu de musculation le matin. Sur la dynamique des autres clubs en pro, ils sont sur beaucoup plus d'entraînements. Il y a des entraînements matin-soir. Donc oui, c'est ça. L'idée, c'est de compenser aussi ce retard-là pour garder le niveau. Donc là, National 2. National 1. National 1. Les prochains matchs, la saison a débuté. C'est ça. Elle se termine. Elle se termine, tu me colles. Tu vois, c'est ça. Parce qu'entre-temps, je sais que la CAN, ça sera en janvier, la prochaine CAN. Elle sera où? Au Maroc. Ok, d'accord, Au Maroc. Mais ça te permet quand même de voyager pas mal. Sur ça. Oui, parce que là, je reviens sur le Caire. On va conclure sur la petite minute géographie, parce qu'il y avait 3 sites qui étaient désignés. Il y avait le Caire, Alexandrie et Gizeh, notamment pour la compétition handball. T'as pu visiter aussi les villes pendant que vous étiez sur place? Vous avez pu sortir ou pas du tout? On est juste parti aux Même pyramides. pas aux pyramides? Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Moi j'ai été déjà, je suis parti en 2016, j'ai fait la compétition là-bas. Ok, d'accord. J'avais déjà vu. Il y avait déjà la compétition On avait fait la CAN en 2016. D'accord, ok. Donc
Et donc, tu avais déjà vu les pyramides. J'avais eu la chance d'avoir vu. Quoi. Et les autres membres de l'équipe aussi, ils ont fait tout ça, d'accord. Ouais. Ah, mais en tout cas, c'est bien. Non, après, c'est toujours comme tu dis. Oui, donc ça pas de pouvoir profiter du fait de voyager. Est-ce que ton anglais a progressé? Parce que c'était ça la question. Si tu prévois d'aller voir chaque ami, je vais prendre une formation. Non, mais c'est ça, il faut pouvoir être prêt à répondre aux questions et échanger avec lui. Ce serait dommage de le voir et de ne pas pouvoir échanger. Non, je vais faire une formation. Là, c'est accéléré là pour pouvoir. Non, mais super. En tout cas, c'était complet. Le timing est totalement respecté. Tu vois bien que sur ça, on est parfait. Il y a peut-être des choses à ajouter, Gauthier, sur que tu veux dire Non, ça s'est bien passé. C'était cool. C'est sympathique. Non, nickel. Nous, on espère pouvoir venir voir un match. Pourquoi pas à Pouzauges ou à Paris, etc. Donc, on sera encore en contact. C'était Gauthier Mvumbi. Vous l'avez vu, El Gigante, 1m95, 135 kg. Faut le suivre, faut regarder ce qu'il fait parce que c'est quand même assez impressionnant. En tout cas, dans le truc, on se retrouve très vite pour une autre émission avec d'autres invités. Continuez à nous suivre sur tous les réseaux, Facebook, Snapchat, Instagram. Vous connaissez la formule. À bientôt. On se retrouve très vite.